Salutations! Et nous allons passer aux essais du Grand Prix. Oui, des essais qui ont lieu après des qualifs, hein. Tout est normal ce week-end. Donc, essai 2, Grand Prix Grande-Bretagne, qui commence dans 3 minutes. Je prends le live timing, je recale tout ça. Je vous mets l'image dans quelques instants, bien évidemment. Tac, voilà. On prépare tout ça. On met ça bien comme il faut. Allez. On va ouvrir. Alors, c'est toujours sur Canal Plus Sport Weekend, hein, Canal Plus décalé en gros, pour ceux qui se demandent. Tac. Jules Bianchi, qui était le Ah, mentor, le Joule. parrain de Charles Leclerc. Jules Bianchi, Joule décédé il y a Bianchi. 6 ans exactement, en 2015, 9 mois après son terrible accident Terrible au pour Grand Jules. Prix du Japon sur le circuit de Suzuka, le jeune pilote Jules Bianchi, donc que personne n'a oublié dans le monde de la Formule 1. Voilà, une pensée amicale à toute sa famille et à tous ses amis. Julien, Martin et Franck, c'est à vous pour le commentaire de cette deuxième séance d'essais libres ici à Silverstone. Et on se joint évidemment à vos pensées, Laurent, effectivement, pour Jules Bianchi qui veille sur les siens. Et on a une grosse pensée pour sa famille, ses proches. On va saluer également la mémoire, puisque on salue celle de Jules Bianchi aujourd'hui. Le roi de Manuel Fangio, décédé il y a 26 ans de cela, le 17 juillet également. Je fais de la place sur mon disque dur, hein, parce que j'ai encore pas de place. Le sport qui reprend ses droits à Silverstone après une première journée particulièrement dense, intense, inédite dans son format. Une séance d'essai libre hier en début d'après-midi. Une séance allez, ça commence dans 40 secondes. Telle que vous la connaissez habituellement, Q1, Q2, Q3. Et aujourd'hui, eh bien, une deuxième et dernière séance d'essai libre que l'on va vivre dans moins de 40 secondes maintenant, qui va débuter dans moins de 40 secondes. 1 heure de préparation à cette fameuse course, si tant est qu'on puisse l'appeler une course, la qualification sprint. On commence pas la connexion de putain de merde. En fin d'après-midi, vous pourrez la suivre d'ailleurs sur l'antenne de Canal+, à partir de 17h10, cette qualification sprint. Avant cela, dès 16h35, vous aurez retrouvé Thomas Sénécal et ses invités en plateau à Paris pour En Pôle, 16h35. La qualification sprint que les écuries vont tenter de préparer maintenant dans cette ultime heure d'essai libre du mieux possible. Et salut Abdel. Il y a un petit doute sur le choix des pneumatiques à utiliser pour cette course. On le rappelait il y a quelques instants, les équipes vont s'élancer cet après-midi, en fin d'après-midi, pour une course de 100 km, 17 tours. Pas d'arrêt au stand de prévu, même s'il est autorisé, il n'est pas envisageable pour essayer d'être bien placé dans cette course de s'arrêter au stand. Donc, quel pilote va choisir le pneumatique médium? Quel pilote choisira le pneumatique tendre? C'est la question qui se pose dans l'heure qui vient. C'est dans cette optique principalement que Franck Montagny, les écuries s'élancent en piste à 12h heure locale, 13h heure française. Bon, Julien, vous vous posez vraiment la question de savoir si on partira en sorte cet après-midi. Alors, salut Aurélien. J'aime bien quand vous ricanez comme ça de bon midi. La plupart vont partir en médium, mais je sais bien, et on l'apprécie cette bonne humeur. Les abonnés de Canal l'apprécient. La plupart des pilotes vont partir dans cette course de 17 tours en gomme médium, cette gomme jaune que vous voyez sur la voiture de Mick Schumacher à l'instant. Maintenant, la question qu'on peut quand même se poser, Franck, c'est est-ce que certains ne tenteraient pas un petit pari sur la gomme tendre? Alors oui, potentiellement, si on part loin. Voilà. Alors j'ai du retard sur le timing. Il faut que je recale ça. Genre Mazepin ou un truc comme ça, ou un Mick Schumacher, histoire de faire parler un peu d'eux pendant les 10 premiers tours de la course avec des gommes tendres. Mais faut-il pouvoir doubler pour ça? Parce que derrière, la dégradation, elle va être ultra importante. Rappelez-vous, l'année dernière, on roulait avec des gommes un peu plus soft que celle-là, et c'était déjà compliqué de les emmener, et ça roulait à un petit rythme. Là, on parle d'une course sprint, donc ça veut dire qu'une course sprint, on roule en rythme qualif, on va rouler à fond, à 100%, on sera bien plus rapide que les temps de la course de demain. Je pense pas que ça va tenir. Moi, je vois pas le pari de partir avec ça. Ou alors on part, on fait un pit stop et on repart. Mais ici, le pit stop, il est très très long.
Enfin bref, on verra, ça sera du show, ça sera sympa. Et j'espère juste qu'au départ, il n'y aura pas de crash. La traversée des stands, elle est de plus de 500 mètres ici et coûte un peu plus de 17 secondes. On ne parle là que de la traversée des stands. On ne compte pas l'arrêt au milieu de tout ça. Il faut aller très vite alors. Et il va falloir prendre en considération les températures élevées sur ce circuit. 24, quasiment 25 degrés dans l'air, 42 degrés au sol. Même si, et en prenant en compte également, alors que là on compare l'ancienne version du fond plat de Mercedes avec les vaguelettes sur une version beaucoup plus linéaire à droite de votre écran, apporté ici ce week-end. Vous nous l'avez montré tout à l'heure, Franck. Voilà, l'important c'est de réduire la traînée en fait sur cette voiture. Alors on perd un petit peu de grip, on perd un petit peu d'appui, c'est-à-dire que la voiture va être moins appuyée au sol. Avant, à partir de 2014, de passer à la technologie hybride telle qu'on la connaît aujourd'hui. Laurent Dupin, vous êtes dans la voie des stands avec le drapeau des... Oh là, c'est un drapeau provocateur en Grande-Bretagne en ce moment. C'est pas moi qui provoque, c'est Pirelli. Regardez dans le paddock. Pirelli qui drapeau italien. Ils le font jamais puisque bien sûr l'Italie a gagné la provocation contre les Anglais. Donc voilà, ils en profitent pour montrer ça. Mais en étant beaucoup plus sérieux, on voulait vous montrer les pneus. Vous savez, on vous a présenté la voiture 2022 et les pneus vont énormément changer l'année prochaine. Ça, c'est le pneu actuel, jante de 13 pouces, diamètre total de 65 cm. Eh bien, voici ce qu'on aura l'année prochaine. Jante de 18 pouces, beaucoup plus grand. Diamètre total de 5 cm plus grand, 72 cm. Mais comme les jantes sont beaucoup plus grandes, ça sera des pneus taille basse et ça aura une grande incidence. Mais c'est quoi vos problèmes les gars? Décrivez ce qui se passe parce que là c'est pas clair. Voiture avec ces pneus démesurés. En revanche pour la largeur, ça sera absolument moi je vois que identique, tout est en vert dans mon stream voilà, donc un changement, une révolution qui concerne aussi les pneus l'année prochaine en Formule 1, Julien et Franck. Changement de look. Changement de look. Ils vont mettre les tailles basses. J'ai pas le droit de faire ça. Non, ce qui est important là, sur ce que dit Laurent, oui. Autre le look, autre la taille, ça va changer beaucoup de choses sur l'aérodynamisme des voitures. Parce que regardez, exactement ces gros pneus en fait, vous avez tous cette image en tête, lorsqu'on a des ralentis, où on voit la voiture glisser, on voit le pneu se déformer énormément de droite et de gauche, surtout le pneu arrière. Et bien ça, avec c'est revenu, d'accord. Ce qui fait que tout l'effet de sol, tout ce qui se passe au niveau du fond plat arrière va être beaucoup plus facile à gérer, beaucoup plus fluide pour les ingénieurs. On aura une vision beaucoup plus nette de ça, et ce que va donner en fait la soufflerie sera bien plus approprié à ce qui va se passer sur la course, sur la piste. Vous savez qu'en soufflerie on souffle mais droit avec les roues avant un peu braquées, etc. Mais en tous les cas pas avec du mouvement de roue arrière, et là ça va être vraiment un plus. Petit problème avec la pédale de frein pour George Russell. Ces pneus taille basse ça tournait en boucle qui apporte effectivement un comportement plus direct de la voiture, mais donc beaucoup plus rigide. C'est peut-être YouTube qui merdait. Il va falloir jouer sur les suspensions, sur le différentiel, les moyens aussi de compenser cette dureté du pneu et ce moindre amortissement du pneu. Ouais, mais ça va être intéressant parce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire beaucoup d'essais, donc ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de temps pour analyser clairement le pneumatique. On peut analyser la voiture, on peut travailler sur ses suspensions, on peut travailler sur des milliers de choses sur la voiture, mais pas spécifiquement sur le pneumatique. Donc cette différence-là va permettre aux écuries en fait de mieux comprendre le pneu, puisqu'ils auront moins de paramètres en aveugle. Ils vont tout simplement travailler un petit peu mieux sur la suspension, mais ils vont pouvoir faire évoluer leur voiture par rapport à un pneumatique qui lui n'évoluera plus. Et ça, je trouve que c'est important. Ça va être un vrai plus en tous les cas pour Pirelli d'apporter ce genre de pneumatique. En espérant qu'ils n'explosent pas. Mais non. Mais non, ça jamais arrivé. Alors on voit un panachage d'utilisation de pneus sur cette deuxième séance d'essai libre avec un Esteban Ocon pour l'instant le plus rapide qui, comme Lando Norris, deuxième temps d'ailleurs, a utilisé jusqu'à maintenant des gommes rouges, et puis derrière de la gomme médium pour Sainz et Raikkonen, de la gomme dure utilisée brièvement par Sébastien Vettel avant de repasser au médium, de la gomme dure utilisée par Charles Leclerc. Il y a un petit peu de tout, il y a vraiment là un comparatif fait chez les uns les autres, puis ça dépend aussi de ce qui s'est passé en qualification hier après-midi, parce que certains ont pu garder plus de pneus rouges tendres neufs puisqu'ils ne sont pas allés suffisamment loin en qualification, d'autres n'en ont plus de neufs. C'est le cas de Hamilton et Bottas qui n'ont plus de train de pneus tendres neufs. Là, ce qui va être intéressant en fait, si on veut jouer, moi bêtement je me mets dans la place d'Alpine. J'enverrai un pilote avec la gomme médium, la gomme jaune, oui. Alonso par exemple, et puis un autre pilote, Ocon, avec la gomme tendre. Et je les enverrai pour 15 tours en fait. 15 tours, on va voir ce que ça donne, sachant que c'est le nombre de tours que la course sprint va durer cet après-midi. On fait le comparatif et on voit tout de suite 17 tours, elle va durer pour être exact. Et ça donne une très bonne indication en fait pour cet après-midi. France, vous voulez bien débrancher votre radio qui, semble-t-il, va directement chez Alpine puisque Alonso vient de faire 9 tours en médium et Esteban Ocon 10 tours en pneu rouge.
Cornier, exactement. Vous n'avez pas fait de la Formule 1 vous? Un tout petit peu. J'étais jeune à l'époque. Ah là. Et oui, c'est exactement C'est ça. important de faire ça. Programme dissocié, différencié. Et puis comme ça, on va pouvoir Salut, voir directement Wildos. et la chauffe et la mise en route, sachant que sur les premiers tours, c'est important d'avoir une auto qui soit capable de tenir. On a vu très bien Hamilton avec la gomme tendre, avec la gomme dure, pardon, celui qui avait du mal à la mettre en route. On a vu Charles Leclerc également avec la gomme dure qui a eu du mal à la mettre en route. Ça peut être un atout pour la course, même si franchement je pense que ça va être difficile de faire 17 tours avec des gommes tendres. On rappelle, cet après-midi, nouveau format, qualification sprint, 17 tours, grille de départ telle que vous la connaissez. C'est Hamilton qui partira en pole position tout à l'heure devant Max Verstappen avec la Super liberté gros, du choix des pneus. oui. Un seul train de pneus Quelle normalement à équipe? utiliser puisque pas d'arrêt au stand de prévu, même s'il est autorisé. Et demain pour le Grand Prix, même chose. Les pilotes n'ont aucune obligation de choix de pneus pour le départ du premier au dernier. Chacun demain partira pour le Grand Prix qui lui couvrira 52 tours avec les pneus qu'il souhaite. La seule règle qui perdure s'il fait beau demain, c'est qu'il faudra utiliser 2 types de gommes différentes pendant le Grand Prix, donc un arrêt obligatoire au minimum. On a Pérez là sous les yeux. Alors je suis allé voir les voitures tout à l'heure. Pérez et Max Verstappen roulent avec des voitures complètement différentes. Ils n'ont pas le même aileron arrière, ils n'ont pas la même équerre au niveau de l'aileron arrière. C'est-à-dire que Pérez roule avec plus de charge, beaucoup plus de charge que ce qu'en a Verstappen. Verstappen lui a un nouveau fond plat, chose que n'a pas Pérez. Et il a un aileron arrière complètement différent avec une équerre qui est qu'à moitié, qui va du haut au D uniquement sur le Honda derrière. Et tandis que Pérez, lui, il a toute la ligne de l'équerre, donc c'est beaucoup plus d'appui. Et Russell qui a repéré autour de lui. Ouais, en 2007, il gérait. Super Aguri, c'est clair. Intense et aléatoire, plus de rafales de vent aujourd'hui, confirme George Russell. Regardez la direction. George qui s'élancera 8ème tout à l'heure Et sur bien la de course face dans la sprint. ligne droite de départ pour les pilotes. Quel talent. De dos au moment d'arriver dans le virage numéro 15. La base aérienne de Silverstone, base militaire britannique de la Seconde Guerre mondiale qui était un immense aérodrome et qui est devenu un circuit de Formule 1. C'est souvent ça les circuits. Oui. C'est souvent des anciens aérodromes en fait qui se transforment en circuit parce que tout autour en fait il n'y a pas trop de civilisation, pas trop de nuisances sonores. Donc. Le tracé qui porte encore les traces des pistes, des anciennes pistes au milieu du tracé, les pistes de décollage et d'atterrissage. Là vous avez Air Force Norris. Grande forme, le pilote britannique, formidable. Et tiens, savez-vous pourquoi vous pensez que Ricciardo hier était très énervé à cause de ça? À cause de ce qu'on a vu tout à l'heure pendant le début de séance par rapport à la gêne occasionnée avec les autres pilotes? Ah, je ne sais pas. Parce que je l'ai vu énormément frustré à la sortie de la séance, on n'a pas su pourquoi. Et pour une fois, j'ai trouvé qu'il avait fait une très bonne qualif par rapport à son coéquipier. Il était présent et c'est la première fois que je le vois autant frustré, autant énervé. C'était sa première Q3 en 3 courses. J'ai pas réussi à savoir encore pourquoi. Je pensais que Monsieur Febro ça passe. Écoutez, Daniel ne m'a pas rappelé hier soir. Erreur. Mais Lou Van Noort, qui a toutes les informations auprès de Daniel Ricciardo, me confirme que ce sont les quelques centièmes qui lui manquaient pour gagner plusieurs places. C'est vrai que les écarts étaient particulièrement serrés en Q3, de Charles Leclerc en 1.26 828 à Daniel Ricciardo en 1.26 899. Il n'y avait effectivement que 7 centièmes de seconde et les places étaient à gagner. Merci à Lou Van Noort d'avoir confirmé la frustration de Daniel Ricciardo, bien qu'il ait atteint la 7e position et une Q3 pour la première fois depuis 3 courses. Eh bien, il en voulait encore un petit peu plus. C'est comme ça que ça fonctionne les pilotes de course, paraît-il. Toujours comme ça. Un tour de relâche pour Verstappen. Faire redescendre un petit peu les températures pour préparer tout simplement sa sortie et son attaque. Verstappen qui est dans son outlap, pardon, j'avais pas bien regardé. Et qui a patienté quasiment tout le premier quart d'heure au garage. Je suis content de voir quand même pas mal d'autos en piste, c'est important. J'étais pas sûr, on parlait avec beaucoup d'ingénieurs, on savait que ça n'allait pas beaucoup rouler pendant cette séance. Et pourtant, ils sont obligés de sortir. Je crois que tout le monde a été pris un petit peu au piège, s'est fait prendre au jeu de cette qualification surprise hier. C'était très intense, je crois que ça a motivé tout le monde. Et aujourd'hui, en fait, tout le monde veut aller chercher cette course, même s'il compte un peu pour du beurre. Autre paramètre à prendre en considération par les ingénieurs, par les équipes, c'est l'usure des pièces. Ils doivent être vigilants, les écuries, notamment sur le fond plat. Donc il y a deux choses à dissocier. Le plancher qui passe sous toute la voiture et le fond plat qui est cette planche centrée au milieu de la voiture, qui est en composite, qui s'use et qui est encore un peu plus basse et qui ne doit pas être trop limée au sol parce que son épaisseur est contrôlée à l'arrivée de la course. Et si elle n'est pas assez épaisse, tout en bas, au milieu de la voiture, cette partie
partie-là en fait est mesurée. On va monter la voiture comme si vous la montiez sur un banc, en fait, quand vous passez votre contrôle technique, c'est la même chose. Et bien les ingénieurs de la FIA vont venir ici avec une petite réglette et vont mesurer des trous qui sont à l'intérieur de cette planche. Et si ces trous-là ne font pas la mesure nécessaire, s'ils sont trop usés, on dira qu'il y a tricherie parce que la voiture est trop descendue au sol. Et ça veut dire que ça serait un gain, tout simplement, de performance. On a eu confirmation hier, Franck Montagny, que les ingénieurs envisageaient de relever un tout petit peu l'avant du fond plat. Alors on parle pas en centimètres, hein, c'est en demi-millimètre. Voilà, mais... un millimètre, c'est déjà énorme sur une voiture. Ça change beaucoup, ça fait beaucoup de différence au volant. Et je peux vous dire, quand votre ingénieur vous dit on va remonter la voiture d'1 millimètre, vous grincez fortement des dents au niveau du Bon bah ça roule pas mal hein, quand même là. Il n'y a pas une autre option parce que ça change vraiment tout le comportement. Meilleur temps de Max Verstappen, 1:30.428 sous les yeux de Guillaume Roquelin et de Christian Horner. Le meilleur temps du Néerlandais devant son coéquipier. Il est une chaussée de gomme médium comme Perez. Et Verstappen meilleur tour. Bon après ouais, ils sont vraiment dans les temps. Vraiment dans les temps de course. Hein. 1:30. De changer d'embrayage. Vous avez repéré quelque chose, Franck? Non, je regardais des tours par tour en fait pour voir la dégradation que pouvait avoir Ocon. J'ai pas réussi à le trouver. Et pour ce qui est des embrayages, eh bien, les écuries auront le droit, en cas d'usure excessive et pour des raisons donc, de fiabilité, de présenter cet embrayage usé auprès des commissaires de la FIA pour éventuellement avoir l'autorisation d'en changer. Mais les ingénieurs nous ont aussi confirmé qu'ils allaient un petit peu moins tirer sur les boîtes de vitesse et sur ces boîtes seamless sans à-coups. Vous savez aujourd'hui que les rapports supérieurs s'enclenchent avant même que le rapport inférieur soit désenclenché. Ne nous demandez pas comment ça fonctionne, ça paraît être impossible physiquement, mécaniquement parlant. Et pourtant, il y a deux pignons, deux rapports engagés en même temps. Voilà. Tournent en même temps pour éviter tout simplement, vous savez, le temps de coupure quand vous êtes dans votre voiture et vous changez la vitesse de 3 à la 4, il y a toujours ce moment de coupure. Et vous avez ce mouvement de tête un peu, ce mouvement qui va bouger un petit peu sur le transfert de masse avant-arrière. Et bien en Formule 1, vous l'avez plus, il est complètement coupé parce que lorsque vous appuyez sur la palette, et bien le deuxième pignon est déjà enclenché. Donc c'est comme un truc, comme un variateur en fait. C'est exactement la même sensation. Et ça, on va le réduire, on va l'augmenter en fait. On va avoir un peu plus de coupure pour éviter à l'embrayage de s'user, de frotter, d'avoir un peu trop de friction, ce qui va faire gagner quelques millimètres certainement d'usure et ce qui permettra d'être plus sûr au moment du départ, parce que c'est vraiment au moment du départ que les embrayages souffrent. Et oui, on rappelle que techniquement, la palette d'embrayage au volant ne sert au pilote qu'au moment du départ et au moment de repartir d'un arrêt au stand, mais l'embrayage lui continue de travailler pendant la course et pendant tous ces changements de rapport de vitesse, et les écuries vont devoir prendre un tout petit peu plus de marche ce week-end et comme vous l'avez dit Franck, eh bien accepter qu'il y ait une coupure un tout petit peu plus longue. Alors ce sont des millisecondes supplémentaires, mais additionné à chaque rapport passé, eh bien à la fin d'un tour ça peut faire qu'il y ait des centièmes voire ça fait un petit dixième facilement. Lorsqu'il y avait eu les révolutions sur ces boîtes de vitesse, ça avait été juste incroyable la différence que ça avait fait. La première Siemens quand elle était sortie, c'était quand on roulait, enfin quand je roulais, à l'époque où je roulais. C'est pas McLaren qui avait sorti la première fois cette boîte de vitesse. On avait posté dessus comme des fous et quand on avait enfin trouvé le truc, c'était 3-4 dixièmes quand même par tour. C'est un gain de dingue. Ouais, plus de déperdition de puissance. Et puis quelle facilité de réglage en fait avec la voiture, puisque vous pouvez vous permettre de changer de rapport dans les virages. L'assiette de la voiture ne bouge plus, donc c'est juste. Ça reste fluide. Ouais. On n'arrête pas le progrès. Non. Ça a l'air de tenir ces pneus soft en fait. Ça me fait mentir un petit peu, ce qui m'embête. Mais j'ai l'impression que ça tient. Oui, j'aime pas avoir peur. Mais, mais j'ai à l'inverse de Laurent Dupin, vous savez l'accepter. Mais c'est vrai que ça a l'air de tenir, cette dégradation a l'air de fonctionner. Alors pas beaucoup de monde aurait parié là-dessus parce qu'il fait chaud. Aujourd'hui c'est un pneu qui se détruit facilement. En plus on sait que les pilotes lorsqu'ils vont partir en course sprint, les pneus ils vont essayer de pas les ménager, ils vont taper dedans du début à la fin. Ça va être agréable cet après-midi. Vous savez qu'en course aujourd'hui on est limité par la performance du pneumatique. Donc ça veut dire que les pilotes roulent à 8, 9, 10 secondes des temps de qualification, tout simplement parce que le pneu ne pourrait pas enchaîner plus et la stratégie est de faire durer le pneu un peu plus longtemps. Cet après-midi vous allez voir un tout autre show, vous allez voir des pilotes qui vont rouler à 100%, à 200% même avec ce pneumatique. Ça va être juste un peu différent parce que la course va être différente, la physionomie de la course va être forcément différente. On aura des pilotes plus fatigués qui vont prendre plus de risques et qui vont se faire plaisir, ils vont faire 17 tours de qualif. 17 tours qualif à vivre cet après-midi, c'est une page historique de la Formule 1 que l'on va vivre. Ça marche toujours vous ou pas du coup? Historique, une première, cette qualification sprint. Ça m'énerve, jamais des Formule 1 n'ont pris, à ma connaissance, le départ d'une course. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Un samedi après-midi. Cool.
Oui. 2 courses pour le prélude. Allez, Non, si, c'est bon, ça marche. et on revient la semaine prochaine. Je plaisante. Dans 15 jours, dans 15 jours. Petit bug En passager. Hongrie, le 11e rendez-vous de la saison à Budapest avant la trêve estivale de la Formule 1 et le retour à la rentrée sur les antennes de Canal+, avec 3 grands prix que nous enchaînerons. Spa-Francorchamps, on a d'ailleurs une pensée pour nos amis belges, qu'ils soient dans la région de Spa-Francorchamps ou ailleurs, victimes de graves inondations ces derniers jours. Le circuit fait partie des zones qui ont été endommagées, mais on pense évidemment à toutes les populations en Belgique et dans les pays frontaliers qui ont été touchés par ces lourdes inondations. La Belgique sera prête à temps pour accueillir le Grand Prix à C'est la un peu rentrée, ça, ouais. suivi une semaine après de Faut surtout Zandvoort voir aux des Pays-Bas, essais après des qualifs, chez c'est un peu Max chelou. Verstappen, la marée orange dans L'armée les orange, dunes, là-bas. l'armée orange exactement, pour soutenir son pilote. Ça va être juste. Ah là là. Une semaine après, Monza, autre marée et autre armée, mais rouge cette fois pour Avec le les Grand Prix tifosi. de Monza, avec le deuxième week-end Merde. format poses sans faire exprès. qualification sprint, puisqu'après Silverstone, c'est Monza qui accueillera ce nouveau format de week-end. Ah, j'ai presque pas envie d'être en vacances. Moi, je me réjouis de retourner sur les circuits. Toujours délicat ce train arrière. Alors la gomme dure pour l'instant, tout ce qu'on a vu c'est que le train arrière est quand même très délicat. Et sur la Ferrari et sur la Mercedes. On le voit sur des zones un petit peu différentes. Mais toutes les zones où on doit emmener les freins assez longtemps, on s'aperçoit qu'en bout de freinage, près du point de corde, lorsque le pilote va lâcher le pied du frein pour donner un petit peu d'élan à la voiture, on a le train arrière qui décroche. So possible damage on a rear deflector. Eh oui, on lui parle d'éventuels dommages, mais il dit je ne suis pas allé sur les vibreurs. And Lewis, caution exit curb turn 9. Valtteri may have picked up a bit of damage on low deflector. Et on dit à Hamilton, attention à la sortie du virage numéro 9. Valtteri a peut-être eu des dommages sur sa voiture à cet endroit. Alors le 9 c'est le virage qui va arriver, hein. Juste après celui-là c'est ce droite à fond, celui qui enchaîne l'ancienne portion. C'est juste un virage génial, mais c'est vrai qu'on a tendance, comme l'entrée est complètement en aveugle et qu'on plonge sur des rails, vous voyez, ce mur qui est sur votre le gauche, et bien tout simplement c'est un repère. Lorsque on va prendre le bon repère, c'est un changement de couleur, on va braquer, on va plonger à l'intérieur et après on voit ce qui se passe. Et la sortie, bah forcément elle est plate, mais les vibreurs à 350 km/h, même s'ils sont plats, la voiture est tellement collée au sol que ça endommage forcément le planche. Et oui, c'est Hamilton qui avait endommagé suffisamment son, pas son fond plat, mais les ailettes arrière sur sa voiture en Autriche pour perdre entre 60 et 70 points d'appui. Ils doivent garder leurs pneus pour la sprint. Alors, non, ils partent avec les pneus qu'ils veulent. Là, ils font juste des essais en fait. Ces petites ailettes arrachées au passage sur les vibreurs. On a vu le résultat pour lui. Il a difficilement rallié l'arrivée au 4e rang. Le 3e temps, ça fonctionne aussi. C'est très difficile de vous donner vraiment une idée de ce qui se passe. Je vois que Latifi est 5e. Il a fait une très mauvaise qualification. Savoir réellement ce à quoi travaillent les équipes maintenant, je crois que c'est tellement varié en fait. Il y en a qui travaillent pour la course de cet après-midi, il y en a qui travaillent pour la course de demain. C'est un peu compliqué. Regardez Perez là, qui commence déjà à avoir des du blistering, oui. Le pneu avant droite. Il a fait combien de tours, monsieur Febron? Alors Sergio Perez, il en est à son 16e tour ouvert. Donc on n'est même pas à la finale d'un qualif sprint, enfin d'une course sprint, d'une qualification sprint. Et le pneu est déjà marqué, donc c'est important. Alors ces marquages-là, ils sont dus à la chaleur, bien entendu. Alors c'est pas dans ces moments-là, pas quand le pneu est appuyé, mais là, dans ce moment-là, quand le pneu est tiré, en fait. On a tellement de camber, de Attends, je suis en train de jouer à Pokémon Go en même temps là. J'arrive pas à attraper un Mewtwo. On est obligé de se servir de ce pneu intérieur pour tenir la voiture. Et bien le pneu marque très très vite sur la surface intérieure. Et après, dès qu'on monte sur un vibreur, et bien ça commence à le faire cloquer. 17 tours couverts sur ce pneu, Perez qui est à 11 tours couverts aujourd'hui dans cette séance, mais qui utilise donc un train de pneus médium déjà utilisé hier. Et là les ingénieurs se creusent la tête. Intéressant là, les deux pilotes qui roulent ensemble, la Honda et la Mercedes, l'une derrière l'autre, la Red Bull. C'est intéressant tout simplement parce que ça permet toujours d'avoir une valeur pour le pilote. Le pilote qui roule derrière, s'il est capable de le suivre, bien entendu, s'il est dans son rythme, va tout simplement annoncer un petit peu ce qu'il va ressentir, ce qu'il va voir de l'autre voiture. Il a lâché. Ah oui, dommage, il avait pris un record de premier secteur, Verstappen en 28,7. Il avait une belle aspiration offerte par Lance Stroll devant lui. Mais il a lâché.
Alors, on va profiter du fait que Max Verstappen est lâché pour vous retrouver Laurent Dupin. D'habitude, c'est Franck qui nous fait visiter le parking des pilotes, mais cette fois, c'est vous qui nous emmenez voir les belles voitures. Ouais, je vais essayer de faire aussi bien que Franck et on commence avec celle de Lewis Hamilton. G63 AMG V8 biturbo et pourtant il la conduit même pas, c'est sa physio Angela Cullen qui tous les matins l'amène au circuit et Lewis Hamilton était même sur la banquette arrière ce matin. Si on continue avec la relativement discrète Honda de Pierre Gasly, le pilote français qui lui conduit tous les jours, mais c'est surtout une autre Honda qu'on voulait vous montrer qui est Par juste contre, pour là, la course c'est la sprint, Honda NSX. pour la Regardez course, ce ils doivent côté repartir avec. vintage, Non, même pas. une voiture Ils choisissent ce mythique qu'ils qui veulent sortait en pour 1990. Ayrton Senna avait même la participé course normale à son aussi. développement. C'est de vraiment cette open bar voiture hein, ce japonaise, week-end. qui a pour le cessé coup. d'être commercialisé en 2005. Et ben c'est Sergio Pérez qui arrive avec tous les matins. On avance un petit peu plus sur ce parking. Alors il y a les traditionnels Aston, Alfa Romeo, une autre Honda, une Ferrari. On les regarde même plus. Hein. Franck vous les détaille tout le temps. Et on arrive à la McLaren. Ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul. La McLaren violette. Bon, le de Mewtwo Daniel commence à me faire chier là. Hein. Ricciardo. Ça fait 10 minutes que j'y suis. Et juste voilà, très violette. Oh non, Franck, vous êtes garé là. Vous n'avez pas le droit c'est ma voiture. C'est mon break. Ouvrez un peu pour mes chiens, s'il vous plaît. Un peu plus loin, l'autre McLaren en version orange pour Lando Norris qui fait face aux Alpines d'Esteban Ocon et Fernando Alonso qui sont garés là. Et puis il y a enfin. un pilote, on va terminer avec lui, qui est venu en moto. C'est Mick Schumacher avec cette Yamaha à jante jaune fluo. Voilà, on a fait le tour du Oui, paddock les du essais 2 me parking passionnent à pas environ 50 mètres de excessivement. parking. Vous Et pourrez remarquer. quelques centaines de milliers d'euros, messieurs. Parfait. Choisissez Faut celle dire qui que vous- là, ils sont tous en train de rouler en mode course en fait. Mon break est là. Je savais que vous étiez quelqu'un de raisonnable. Au final, ça va être ça le problème des qualifs sprint quoi. Ils vont tous rouler en mode course aux essais-2 à chaque fois. Vu que les qualifs rapides, on va dire, sont finis. Les qualifs, on va dire, entre guillemets, normales. Donc là, ils sont sur des relais. Bon, après, on peut voir les tours qu'ils font, du coup. Alors, je remarque que Mercedes est un peu loin, étonnamment. 7-8, c'est pas ouf. Mazepin 9ème, c'est incroyable ça par contre. Vous voyez les mécaniciens plongés sur ces ailerons avant, Mazepin, ils y vont pas avec une qui est clé, devant George Russell, il faut le mettre comme sur Mercedes, début de course Mazepin, plutôt, ils y vont avec c'est un sûr. pistolet. So we might have a tear-off. C'est le futur star de la Formule 1. Corner. So the pit stop, we're going to hold you and try to fish it out so don't go on the rev straight Peut-être away. qu'il va remplacer Bottas par Mazepin en Bottas fait. lors de son prochain Toto Wolff. passage au stand de ne pas réaccélérer Imaginez, ça tout de arrive. suite parce qu'on va régler Lol. un souci à l'arrière de la voiture. Là, on va extraire un tir-off Un tir-off qui s'est Ça serait abusé. Et donc ces pistolets qu'on va glisser sur l'aileron avant, ils sont automatiquement réglés par rapport à la mesure qu'on a faite au préalable dans le stand. Ce qui fait qu'on sait tout de suite si on met 1 degré, 2 degrés, 2 degrés 5. Et ça prend que quelques millisecondes pour réaliser ça. Russell, passage à la gomme médium qui est en train d'améliorer sa marque. On voit les Je vais même mettre cette gomme médium. Ouais, ça commence à chauffer en fait, hein. Le circuit chauffe de plus en plus. On met les la température chronos, au sol. là, les meilleurs temps, parce que Ça, du c'est- il coup, y a plus on de voit grip, pas mais il y a trop. plus de vitesse, et quand il y a plus de vitesse, forcément, le pneu rouge, le pneu plus tard, on souffre un petit peu. Ah, merde. 44 degrés au sol à 12h31, heure de Silverstone, 13h31. Best lap, voilà. On est bon. En France. Avec à venir cet après-midi donc la qualification sprint. C'est sa dénomination officielle. Alors oui, c'est une course, mais le mot course. Ah non, c'est une qualification. Mais c'est une qualification sous forme de course. Attention. C'est la Q4. Rien à voir. En tout cas, qualification sprint, c'est le nom officiel de ce qui vous attend cet après-midi. Cette course Merde, on voit plus le chat. qualificative C'est bon. qui déterminera la grille de départ du Grand Prix demain à Silverstone. Le poleman de ce Grand Prix de Silverstone de Grande-Bretagne n'est donc pas encore connu. Même si Hamilton a réalisé le meilleur temps des qualifications hier, il faudra aussi remporter la course aujourd'hui pour être nommé poleman. Alors, les vérifications effectuées sur la monoplace de Valtteri Bottas. À quel point cela a-t-il pu surchauffer? Pouce levé d'un des mécaniciens pour confirmer que le débris de plastique a été retiré des coques de frein. Et gomme Il neuve. repart. Il était au sol, le tir-off. j'ai Gomme l'impression. dure neuve. Ouais, le voici, le tir-off Ouais, il est brûlé. voilà. C'est un des tir-offs de C'est le sien Valtteri. déjà. Ou celui de Raikkonen. J'allais dire, effectivement. Mais bon, il est dans la même famille. Alors, est-ce à ce moment-là qu'il a... Dans la ligne droite, c'est souvent dans la ligne droite hein, que les pilotes Ouais. retirent leur tir. C'est rarement dans des courbes à 300 km/h.
Ils sont pas joueurs. C'est ça. Lewis Hamilton que l'on retrouve pour l'instant en gomme rouge. Une gomme qui a 8 tours. Il est passé avant cela pendant 12 tours sur une gomme dure. Salle de commandement. Ouais. Si je pouvais aller dans une écurie, bah Mercedes du coup, hein. C'est les meilleurs avec Red Bull donc. Qui marque le pas hein, ce matin, c'est moins bien. On est loin, 16e temps pour Daniel. Alors que son coéquipier Norris est sur le 3e temps. Manque de rythme sur ce matin. Oh putain. McLaren, une derrière l'autre, Daniel Ricciardo devant Lando Norris. Ce sont des positions inverses qu'ils occuperont tout à l'heure sur la grille de départ. Norris 6e des qualifications hier devant Daniel Ricciardo 7e. Tout roule en version course, pas de DRS ouvert, c'est ça, c'est facile. Quand on regarde une séance, voir un petit peu dans quel rythme on roule, si vous voyez que les DRS sont toujours fermés, c'est vraiment qu'on roule en version course avec de l'essence dans la voiture, qu'on se permet d'utiliser le pneumatique, de charger un maximum la voiture. On n'utilise pas de DRS, on suppose qu'on va rouler comme ça pendant toute la course et qu'on ne sera pas dans le vent d'un autre pilote. C'est un bon indicateur pour savoir ce qu'on est en train de faire sur le circuit. Ils sont supporters d'essence? Il semblerait. C'est nouveau ça, non? Verstappen meilleur tour pour l'instant. Alors peut-être que Mercedes prépare la course de demain. Ça expliquerait leur rythme assez dégueulasse. C'était sur le déflecteur. Et là bon, il n'y a que Red Bull en 1.30 et les autres sont en 1.31 quoi en fait. Norris Ricciardo, malgré le fait que Ricciardo revienne un petit peu, on le voit, hein, c'est un petit peu différent. Alors c'est plus 29-9 pour Verstappen. Le fait que quand les pilotes rétrogradent, ils prennent beaucoup plus le temps de rétrograder que ce que vous pouvez voir en qualification. On fait attention à sa boîte de vitesse. Ce qu'on est en train d'utiliser là, c'est la boîte de vitesse de la course. Normalement, on roule le vendredi matin. Ouais, je pense que hier ils ont fait la première place Mercedes, mais attention, c'est pas fini. Hein. À mon avis, Verstappen a une grosse carte à jouer, même pour les qualifs sprint. Je pense que j'ai peut-être encore l'avantage en course Red Bull quand même. Nous verrons bien. La version course, ça fonce aussi, hein. Ouais, ça va quand même très vite. Basculer sur la voiture de Lando Norris qui suit celle de Daniel Ricciardo. On sent des voitures un petit peu chargées en essence tout de même. Vous voyez dans le deuxième virage là, quand ça rentre gauche-droite, sur le droit il va lâcher un tout petit peu pour essayer de bien placer l'avant et surtout pour éviter de détruire le pneu avant. Le pneu avant gauche, le pneu le plus sollicité sur ce circuit. Ouais, Lando qui tape plus dans sa boîte que ce qu'il fait Ricciardo. D'un autre côté, quand vous êtes derrière votre coéquipier, je peux vous dire que même si c'est en essai, vous avez envie de le remonter pour lui montrer que vous êtes plus vite. Lando Norris sur un 31-2 sur ce dernier tour. Et le rythme actuel qui voit l'écart de performance entre Norris et Ricciardo d'un dixième. 31-2, Ricciardo en 31-3. Allez, 22 minutes encore dans cette purge d'essai 2.
Et vous entendez aussi sur le upshift, sur le changement de rapport supérieur, il y a cette petite vibration en fait. À chaque fois qu'il la change, il y a le moteur qui va vibrer un petit peu. C'est encore une fois ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est qu'on a augmenté le temps de passage de la vitesse. Donc on retombe un petit peu dans les tours et ça vibre un petit peu. Donc c'est bénéfique pour l'embrayage, un peu moins pour le moteur parce qu'on a un petit peu de mouvement. Mais voilà, c'est tout simplement de la sécurité. Joli deuxième temps sur de la gomme médium qui avait en plus de cela bien pas mal de tours déjà à son actif. C'est son 10e tour couvert sur ce train de pneus. La difficulté dans ce moment-là, c'est quoi faire, parce que Leclerc avec la médium qui a des tours fait le deuxième temps et Sainz qui a du soft et qui est censé forcément faire un meilleur temps puisqu'il est plus temps fait un troisième temps. Pour les ingénieurs, c'est compliqué. On a déjà observé le phénomène hier, le pilote qui marchait mieux en gomme médium qu'en gomme tendre. Alors la gomme tendre, elle va vous donner beaucoup plus de traction. Par contre, dans des virages comme celui-ci, ça va être beaucoup plus difficile avec la gomme tendre parce que le pneu va se tordre un petit peu plus, il va s'écraser un petit peu plus. Donc la sensation et la confiance à l'intérieur de la voiture est beaucoup plus difficile. Une gomme médium ou une gomme dure, si vous l'inscrivez bien dans ce virage, vous allez avoir ce qu'on appelle du grip latéral. Et ça, les pilotes, en tous les cas en Formule 1, ils en raffolent. Ce grip latéral, on a l'impression d'être sur un rail, d'être collé vraiment sur ce pneu extérieur, d'avoir le talon qui est rigide et qui bouge plus. Ça, c'est une sensation qui est très agréable. À partir du moment où vous avez cette sensation que le pneu commence à fonctionner sur du médium et sur du hard, vraiment, c'est un plaisir et ça peut rouler très vite. Par contre, c'est vrai que sur l'inscription, Verstappen dans les deux premiers, les gars, ça se passe. Ah oui, oui. C'est toujours un petit peu plus délicat avec du médium ou du dur. Je pense que ça va passer, oui. C'est soit premier, soit deuxième. De toute façon, il n'y a pas trop de suspense, je pense. Jamais très loin, toujours prompt à quelques commentaires bien sentis. S'il y a bien quelqu'un qui n'aura pas la grosse tête en Formule 1. Ah oui, c'est Max. Leclerc deuxième, du coup. Il n'y a pas la perte du son. Ferrari, on se prépare pour la qualif sprint, à mon avis. On doit avoir mis l'essence pour 17 tours seulement. Ouais, il a un sentiment d'arrogance. Yeah, copy Lewis. This is all good information for us. We're happy with the PU in this mode. Mazepin 17ème, c'est mieux. Est-ce qu'on doit vraiment continuer à pousser sur ce moteur? Et son ingénieur qui le rassure, oui, on a les infos qu'il faut. Il est bien sur ce mode moteur maintenant. Et voilà, Hamilton qui pense long terme. Ricciardo qui améliore avec sa gomme. Bien, qui passe devant Norris. Encourageant. Je m'inquiète quand même pour Hamilton cet après-midi. Parce qu'il a dit à Bakou, c'est pas un sprint, c'est une endurance, la Formule 1. Mais là, cet après-midi, c'est un sprint. Bon. Alors comment va-t-il faire? D'un autre côté, pour le sprint, à Bakou, on l'a vu, à Bakou, le marathon, c'était l'erreur au premier virage, en fait, le marathon. Dommage. Cet après-midi, des points perdus bêtement. Hein. Avec en pôle dès 16h35. Et oui, il était chaud hier, Hamilton. Dès 15h35, sera-t-il chaud aussi tout à l'heure? Le F2 du week-end, en pôle 16h35 et 17h10. Cette première qualification sprint de l'histoire. Esteban Gutiérrez. Pilote de réserve de l'écurie Mercedes. Pas entendu, il a dit quoi? Esteban Gutiérrez, pilote de réserve à l'écurie Mercedes. Pilote de réserve. Ça, c'est vraiment ça. Et il travaille pour eux maintenant d'ailleurs. Hein, oui, en Amérique du Sud. Il fait de la com. Oui, non, mais en Amérique du Sud, il a des activités qui sont bien plus importantes aujourd'hui pour lui au jour le jour que d'être pilote. Mais il n'y a plus de pilote en fait. Pilote de réserve, ça veut absolument rien dire en Formule 1. Ils ont Stoffel Van Dorn aussi. Oui, mais il ne montera jamais dans la voiture. La problématique, elle est là. Déjà, à mon époque, quand on roulait, on faisait 40 000 km, on n'était pas sûr de monter dans la voiture. Là, les pilotes ne roulent jamais dans l'auto. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire que s'il y a un pilote qui se fait mal, et vous l'avez vu l'année dernière, on va chercher un autre pilote qui est déjà, expérimenté. Parce que c'est pas possible de mettre un pilote comme ça dans l'auto. Alors, dans le règlement, il faut un pilote de réserve, certes. Mais ça n'arrivera pas, c'est pas de Manavec qui vont monter dans l'auto, ils font un peu de simulateur, et encore il y a des pilotes de simulateur maintenant, et puis surtout ce qu'ils font sur un week-end comme ça de Grand Prix, c'est de la com, ils vont monter, voir les fans, voir les VIP, et discuter un petit peu avec eux. C'est bien ce que fait Leclerc là, il reste dans l'aileron d'Esteban Ocon. Ça donne des informations, ce genre de travail. Alors c'est très dévalorisant parce que dans ces moments-là, vous ne savez pas exactement ce que fait votre voiture. En tous les cas, vous ne la réglez pas, vous ne pouvez pas travailler pour le développement de la voiture. Mais comme là, dans cette spécification, on ne peut pas travailler sur la voiture, on ne peut pas la régler, ça va lui donner beaucoup d'informations pour savoir comment doubler, où est-ce que sa voiture se comporte bien lorsqu'elle est derrière une autre voiture. Ça, c'est plutôt bien. C'est interminable, c'est 17 minutes encore.
Dernier gros quart d'heure de travail pour Esteban Ocon. Ici à l'image, on retrouve Lewis Hamilton maintenant en caméra embarquée. Pour l'instant, auteur de la deuxième meilleure vitesse de pointe derrière Esteban Ocon d'ailleurs. Un rétrogradage au passage de Copse. Pour finir les pneus, tout simplement. Hier, ça prend du blistering, les cloques à droite. Vous voyez comme le pneu cloque et comme les morceaux de gomme se détachent. On n'est pas à l'abri de revivre un Grand Prix comme l'année dernière. Hein. Un Grand Prix sur très chaud demain. Ouais. Les écuries pourront-elles se permettre un seul arrêt demain ou faudra-t-il en envisager deux? On rappelle que toutes les règles du Grand Prix s'appliquent cet après-midi en termes de DRS, en termes de pénalités, des erreurs commises ou des nécessités de changement de pièces auront les mêmes répercussions en vue d'établir la grille de départ demain. Hamilton qui vient de signer à 1:31, 1:31 avec des améliorations. Des voitures dans les assez deux premiers feignantes. secteurs, oui. On le voit sur le train avant, ça a du mal à s'engager, ça a du mal à tenir. C'est un peu feignant, tout simplement. Il faut attendre longtemps dans le virage avant de pouvoir remettre les gaz. On a l'impression qu'elle roule avec le plein absolu là. Avec beaucoup d'essence. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, alors, Ocon tout à l'heure qui roulait avec des pneus tendres, fait ses meilleurs temps sur le début, donc avec les 17 tours d'essence. Tandis que là, sur les pneus médiums, eh bien, on fait les temps sur la fin, lorsque l'essence est en train de se vider, oui. Lorsqu'on a moins de poids dans la voiture. Je vous rappelle, hein, grosso modo, 10 kg, c'est à peu près 4 dixièmes sur ce circuit-là, peut-être même un petit peu plus. Les pneus pas chauds, ouais. 10 kg, 4 dixièmes. Donc si le pneu tient, en fait, à la fin de ces 17 tours, forcément, on va avoir une quantité d'essence moins, donc on pourra aller plus vite. Et c'est ce qui se passe avec Norris et Ricciardo. Et à l'inverse, comme lui, il faisait les meilleurs temps au début et il va être dégradé sur la fin. Fernando Alonso comme Esteban Ocon qui hier en qualification ont eu du mal à bien préparer leur tour rapide. Les tours de sortie des stands ont été un petit peu compliqués. Ça leur a coûté de la performance au milieu du trafic. Ils ne seront pas présents dans les 10 premiers sur la grille cet après-midi. Difficile également pour Alpha Tauri. Yuki Tsunoda une nouvelle fois éliminé dès la Q1. C'est la 5e fois déjà cette saison que Yuki Tsunoda ne parvient pas à s'extraire de la Q1. Et là aussi, voilà ce blistering. Ce sont ces cloques qui remontent de l'intérieur du pneu et qui viennent exploser à la surface. Ouais, qui déchire tout à fait la carcasse du pneumatique. Mais on voit beaucoup de crémine aussi sur le pneu arrière, sur le centrage du pneu arrière. Ah, les pneus tendres de Tsunoda là sont rincés. La traction, là. Et le graining à l'arrière. On le voit bien. Là, sacré Yuki Tsunoda. Pelure à la surface du pneu. Ce sont les deux phénomènes qui infligent au pneu des misères. Ah, le graining c'est très très pénible, enfin, le peluchage est très très pénible parce qu'on glisse sur ces boules et on peut rien faire. C'est dérangeant, il faut travailler longtemps dessus pour que ça sorte. Tandis oui, que on peut s'en sortir, on peut sauver. Ouais, mais il faut travailler, c'est long au volant. Le blistering, il faut exploser. Le blistering est handicapant parce que visuellement vous le voyez, donc vous posez des questions. Mais sans la sensation, à part du mouvement un peu de roue et de la vibration, en termes de grip, non. On a vu des pilotes faire des records du tour. Alors Stuart, salut, c'est à 17h30. 17h30 exactement. Départ 17h30. Je prendrai l'antenne vers 17h15, je pense. À peu près. Ou 20, je vais voir. Les rouges ça dégrade quand même. Ah là c'est la double question.
question pour la qualification sprint de cet après-midi. Quel pneumatique utiliser au départ? Avantage sur le papier à la gomme médium. Est-ce que certains oseront, prendront le risque de la gomme rouge? Et même questionnement pour demain, le Grand Prix, c'est 52 tours à gérer sur 1-2 arrêts. Lando Norris qui a vu un de ses tours effacé à cause de ce dépassement des limites de piste ici au virage 9. Il a bien fait d'ouvrir, Il a ouvert. Track limite, Norris. Toujours la track limite. Hein. Retour au stand, Lando Norris. Alors, on va observer son freinage au virage numéro 3. Le premier vrai freinage de ce circuit en partant de la grille de départ. Avec un frein un petit peu plus tard pour Daniel Ricciardo qui freine sur 120 mètres là où Norris a besoin de 126 mètres de freinage. C'est pas mal. Hein, et un peu plus de force de freinage pour Daniel Ricciardo. Piège d'approche identique hein, pour les deux coéquipiers. Connexion faible. Tout le monde l'entend. Alors oui, effectivement, hier, il avait dit en débrief, là, ça paraît étonnant. Peut-être qu'il a trop roulé au Red Bull Ring, du coup, avec les essais et tout qu'il a fait après. Alors je sais pas dans quelle mesure ça va affecter ses performances ce week-end, mais effectivement, si vous êtes mal installé dans votre voiture, vous avez des problèmes de dos, surtout que là, tu as 2 courses en plus à faire, finalement. Tu as une petite course et une grosse course le dimanche. Alors ça peut évidemment jouer hein, sur ses performances. C'est pareil évidemment. Espérons pour lui que ça aille quand même. Leclerc a également passé de la gomme dure pour Ferrari. Hamilton et Bottas l'ont également testé. Assez fraîche pour Max Verstappen. C'était, me semble-t-il, oui, son seul train de pneus neuf restant. Verstappen, il lui restait un train de gomme dure rodé et un train de gomme neuve. Je me demande s'il n'a pas passé la gomme neuve là. Il a passé son train de gomme neuve. Il va le roder. Il va le préparer. Il va tenter de faire un temps avec, ce qui va lui donner une bonne sensation. Deuxième de retard sur son propre meilleur premier secteur qui était en 28,5. Max planned for 6-time laps at this stage, 6-time laps, 57. Alors 6 ou 7 tours prévus, 6 ou 7 tours d'attaque prévus sur ce pneu, c'est le plan de cette fin de séance alors qu'il reste 8 minutes. Là on laisse rouler, hein, vous avez entendu, pas de frein, pas d'accélérateur, juste on rétrograde et on laisse rouler la voiture. On va sauver de l'essence comme ça, mais aussi on va faire du bien au pneumatique parce qu'on va pas le forcer sur des accels et des freinages, donc on ne fait pas changer de transfert de masse. Ça c'est plutôt important. Très efficace hein, dans les changements de direction rapides, cette Red Bull. Et puis c'est propre, il y a pas de, ça glisse pas, on ne surchauffe pas le pneu. Il est en train de travailler pour la course, je pense qu'il travaille pour la longue. Et c'est déjà un bon rythme, hein, ouais. Si pour un rythme course, n'être qu'à 1 seconde 7 de son meilleur temps, si c'est son rythme course, c'est déjà très élevé. Le temps de la pole Le temps de la pole hier de Lewis Hamilton, une 26,134. On n'est pas si loin. On n'est pas si loin. Le meilleur temps ce matin, une 29,9 pour Max Verstappen, réalisé tout à l'heure en gomme médium.
clan Hamilton se tient prêt à renvoyer son pilote en piste. C'est lui qui s'élancera tout à l'heure de la pole position. Un petit point technique sur ces barge-bords, Franck. Ouais, qui ont changé, qui également, on les a raccourcis de ce côté-là. On a rallongé le store vénitien. Vous voyez, c'est ce qu'on met en horizontal, ce qu'on appelle des stores vénitiens. Encore une fois, c'est pour avoir un petit peu moins de traînée et peut-être moins d'appui aérodynamique, mais ce qui permet de gagner un petit peu en kilomètre heure. Vous le voyez sur la voiture de Bottas derrière, il y a l'écart, une écart de 2 mm, pas plus, mais elle y est, contrairement à la voiture de Hamilton. Et puis on a changé aussi sur les bargements de la partie supérieure, juste en dessous de l'AMG. C'est trois petites dents. Réglette aussi sur toute la longueur de l'aileron arrière de Pérez. Ouais, hein. Pérez, il est chargé aussi. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse de devoir mettre cette réglette, Franck, quand son coéquipier ne la met pas? Et qui roule plus vite que vous, oui, c'est un petit aveu de faiblesse. Ça vous cale l'arrière, hein. C'est clair et net, ça pose l'arrière. On ne perd pas beaucoup en ligne droite, mais vraiment ça appuie l'arrière de manière phénoménale dans toutes les parties rapides. Donc quand on est un petit peu en manque de confiance, quand on sent un petit peu moins bien la voiture, le fait de mettre cet équerre, eh ben, ça vous donne un peu plus de sécurité, mais vous perdez un petit peu de temps. On va s'endormir, hein. 5 minutes. Ouais, j'en étais sûr que ça allait être chiant. Putain. Autant hier c'était pas mal, les essais 1, autant les essais 2 là, ça va être comme ça à chaque fois en fait. Ça va être chiant quoi. Chaque fois qu'il y aura une course sprint, il y aura des essais 2 chiants. En fait c'est la même chose que les essais 3, hein, en gros quoi. Et encore heureux qu'il n'y ait plus d'essais 3 au final. Il reste en 7, il ne passe pas les 8. Là, Esteban Ocon. Bonne séance de préparation pour le Français. C'est bien, c'est très bien. À 5 minutes de la fin de ses essais libres. C'est une demi-seconde plus vite que Fernando, c'est une très bonne chose. De la gomme rouge pour Pierre Gasly pour terminer sa séance. Il y aura une procédure de départ à effectuer tout à l'heure. Au pilote de choisir également le pneu. Ça nous donnera peut-être un indice d'ailleurs, le pneu sur lequel ils se rendront tout à l'heure sur la grille. Complètement raison, bon observateur. Un peu votre métier, je crois, non? Pierre Gasly pour l'instant 10e de cette séance. Il aura testé les 3 types de gomme dans cette séance, Pierre Gasly. Ouais, c'est ça. C'est quand même les 3 types de gomme. Bah, faites une sieste hein, avant les qualifs sprint parce que là ça va bouger du coup. Et là on en rentre une parce que forcément quand on est en aspi derrière on perd le train avant. Ça va coller à Mick Schumacher. Pierre Gasly. Il va chercher loin sur le vibreur intérieur pour essayer de faire tenir le train avant. Et l'aspi. Alors, il y a des voitures pour lesquelles l'aspi fonctionne très très bien, d'autres qui ne marchent pas. Par exemple, si vous regardez les Porsche Super Cup, il n'y a quasiment pas d'aspiration qui est opérée parce que la voiture est vraiment très proche de la forme d'une goutte d'eau. Donc ça veut dire que la pénétration dans l'air est quasiment parfaite. Tandis que sur une Formule 1, vous voyez ces Alors je ferai un peu de Gran Turismo vers 15h et quelques je pense. S'il y en a qui sont intéressés vers 15h20 je pense. Jusqu'à 16h40, un truc comme ça. Au niveau de l'air. Donc c'est juste un phénomène très important. Et après j'enchaînerai du coup avec Formula One à 17h20. Par contre, dans les virages, on fait une petite pause et puis après on reviendra en stream. Sur l'aile avant. Imaginez juste que d'un coup vous avez plus je pense qu'on va faire ça comme ça. Le train avant et vous vous mettez à travailler uniquement sur le pneu. Donc c'est très endommageant pour le pneumatique qui va prendre beaucoup de température et c'est très frustrant pour le pilote. Autre question qui peut se poser cet après-midi lors de cette qualification sprint, c'est le train DRS. Toutes les voitures vont rester un moment ensemble, groupées, notamment dans le ça se trouve ça va être un échec complet, il va rien se passer en qualif sprint. DRS, hein, ça pourrait. Hein. Elles vont toutes se suivre sans rien faire en fait. Alors Jess, Hamilton il est nul, Verstappen il va le battre. Oh là là. Ça attaque directement sur le talent d'Hamilton. Alors, pourquoi Hamilton est nul? Donne-nous des arguments. C'est intéressant.
sera étonnamment beaucoup roulé pendant cette cette deuxième séance. On s'attendait vraiment à ce que les pilotes préservent leur machine. C'est vrai que là, Hamilton il est 8ème et Bottas 9ème seulement. C'est un peu étonnant de les voir si loin. Après, bon. Total pour l'écurie Ferrari. C'est bien, ça veut dire De là dire qu'il est nul, je pense pas quand même. C'est beaucoup. Il a pas 7 titres parce qu'il est nul, quoi. Là, vous voyez, c'est peut-être une fille d'ailleurs, Jess. La moyenne des temps avec les pneus. Alors Tsunoda on oublie parce qu'il a 2 tours dans le pneu, mais Ocon 31,5 avec des médiums, Gasly 31,5 avec des médiums, 8 tours, 11 tours, c'est plutôt correct, ça veut dire que les deux tiennent. 8 tours c'est un peu maigre hein, quand même pour vraiment avoir une bonne analyse. Dès qu'il y a une moins bonne voiture, il fait moins bien. Ah, ça c'est l'argument typique des anti-Hamilton du coup. En même temps, il peut pas faire de miracle non plus, j'ai envie de te dire. Qui prendra des risques cet après-midi, c'est la question que... Tu donnes une moins bonne voiture à Verstappen, il fera moins bien aussi. Hein. Tu donnes une Williams à Verstappen, il gagnera pas des courses. Hein. C'est logique, c'est la Formule 1 quoi. Ah, je pense qu'Alpine doit prendre des risques cet après-midi. C'est important. C'est pas grave. Ouais, je pense que j'ai du blistering à l'avant droit. Oui, c'est très léger. Bon, ça se termine gentiment. Vu sa hauteur dans la voiture. Ah, c'est toujours très haut, c'est normal, il n'y a pas beaucoup de place dans la caisse. On voit bien l'effort du coup là. Il va le reposer sur le support, il a raison. Et le premier à avoir franchi la ligne d'arrivée dans cette séance, c'est Max Verstappen suivi de Valtteri Bottas. Bon, bah écoutez, ça se termine gentiment, donc du coup, bah, aucun truc à retenir, hein, à part Verstappen meilleur temps, quoi. La Red Bull semble être à l'aise en conditions de course, mais ça on s'en doutait déjà. Perez à 9 dixièmes par contre, étonnant, assez loin. Ocon 4, c'est bon signe pour la course sprint. Je pense que Ocon il avait mis l'essence pour la course sprint, là, vu le temps quand même. Je pense pas qu'il soit quatrième à la régulière en course normale, on va dire. Les Mercedes assez loin, étonnant. Bah de rien William, écoute, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des lives différents que je fais sur la chaîne. Putain, Aston Martin ils sont loin aussi, 17 et 18. C'est pas de très bon augure pour tout à l'heure et pour demain. Bon. Bah écoutez, on se reparle de F1 dans 3h15 à peu près. Et d'ici là, bah, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je ferai un live Grand Turismo Sport comme j'ai dit tout à l'heure dans 1h, 1h15 je pense. Et voilà. Et je vous dis à tous. Bye bye. Ah, Verstappen en 2020 il avait une bonne voiture qu'Hamilton et il faisait pareil. Leclerc deuxième de cette séance devant Carlos Sainz en gomme rouge donc. C'est fou, c'est fou. Près de 3 regarde les classements, c'est pas vrai. Après voilà, il y a des anti-Hamilton, des pro-Hamilton, moi je suis plutôt du côté des pro-Hamilton, voilà, je l'assume. C'est comme ça, on sera pas d'accord hein, sur les talents des pilotes, après je dis pas que Verstappen est mauvais, hein. Il est très très bon Verstappen, je dis pas comme ça. Et de là à dire qu'Hamilton est mauvais, c'est peut-être un peu abusé. Sur ce, je vous laisse. Bye bye.